Les âges du soleil et de la lune furent marqués par de nombreuses périodes de conflits. Le mal s'établissait durablement, d'abord sous le règne du seigneur noir Morgoth, puis celui de son lieutenant Sauron, qui œuvrait pour continuer l'œuvre de son maître. S'immisçant dans le cœur des hommes, c'est grâce au pouvoir de persuasion que Sauron parvient à faire basculer l'île de Númenor dans le chaos. Plusieurs millénaires après, alors que l'ombre du Seigneur Noir plane sur la Terre du Milieu, le destin du Gondor allait se jouer lors d'un événement sombre. Une ère marquée par la souffrance, la disparition de l'espoir et la guerre. Approchez et venez près de ce feu, vous allez dès à présent écouter la terrible histoire de la lutte fratricide. J'en suis conscient. L'anneau cherche toujours à corrompre le cœur des hommes faibles, mais toi, tu es fort. Et notre besoin est grand. Pour comprendre les mécanismes et rouages qui ont conduit à ce conflit, un bref retour dans les origines de celui-ci s'impose. À cette époque, le monde n'était en aucun cas tel que nous le connaissons. Les petites et grandes entités territoriales se partageaient le continent du milieu et les héritiers de la lignée d'Isildur occupaient une grande partie du paysage politique. En l'an 1250 du Troisième Âge, le roi du Gondor préférait vivre dans le luxe et la paresse, laissant les rênes du royaume au gérant, son neveu Minalcar. Ce dernier excellait dans la stratégie militaire, gouvernant au nom du roi avec prestance et ténacité. Les Orientaux furent son plus grand souci, car ils empiétaient sur les contrées des hommes du Nord, alliés du Gondor. Ces derniers vivaient en paix le long du fleuve Anduin, dans la région du Rhovanion. Le Gondor avait donné ses terres à ces hommes du Nord afin qu'ils agissent comme une barrière contre les Orientaux qui faisaient de nombreuses incursions. Minalcar organisa une vaste campagne militaire contre les Orientaux, détruisant leurs campements et leur infligeant une lourde défaite. Il prit alors le nom de Romendakil, deuxième du nom, et se lança dans de grands travaux pour solidifier ses frontières. Il fortifia la rive occidentale du fleuve Anduin et érigea les deux statues de l'Argonath, les piliers de ses ancêtres, pour repousser ses ennemis au loin. Désireux d'intégrer les hommes du Nord dans son royaume, il envoya son fils Valacar auprès du roi autoproclamé du Rhovanion. L'objectif était de se familiariser avec leurs coutumes, langues et différents projets politiques. Mais Valacar alla bien au-delà des espérances de son père, puisqu'il revint des années plus tard en compagnie de Vidoumavi, la fille du roi qu'il avait épousée sur place. Romendakil assurera la fonction de régent du royaume au nom de son oncle, puis de son père, avant que la couronne ne lui soit finalement confiée en l'an 1304. Le Gondor était en paix, mais à la cour royale, beaucoup de nobles voyaient d'un très mauvais œil que le fils héritier ait épousé une femme du Nord. Le regard vis-à-vis de ce peuple était méprisant, une race inférieure de surcroît qui ne vivait pas aussi longtemps que les Dúnedain. Ils eurent un fils, Viniltharia, né au Rhovanion, qui prit le nom d'Eldacar lorsqu'il retourna au Gondor avec ses parents, un nom à la consonance gondoréenne pour mieux être accepté. Vidoumavi mourut paisiblement âgé de 89 ans, un âge relativement jeune en comparaison de son époux. Les nobles du Gondor voyaient dans la mort de la Nordienne un signe de décadence, craignant que les descendants de Valacar ne subissent le même sort. Ce dernier hérita de la couronne après la mort de son père Romendakil II en l'an 1366, et il n'arrivera pas à faire accepter les hommes du Nord à la cour jusqu'à sa mort en l'an 1432 du Troisième Âge. Son fils Eldacar monta alors sur le trône du Gondor en tant que 21e roi la même année. Les nobles à la cour refusaient de le reconnaître comme véritable roi, car il était né en pays étranger, qui plus est d'une mère étrangère. Mais Eldacar ne voulait pas renier son héritage, assumant sa force d'homme du Gondor et son esprit intrépide d'homme du Nord. Il était prêt à défendre l'honneur de sa famille, quel qu'en soit le prix. Alors que les vents d'une rébellion guettaient la cour royale, des rebelles se rassemblèrent autour d'un nouveau prétendant au trône, Castamir, qui était le fils de Kalimétar, frère du défunt roi Romendakil II. Il revendiquait une ascendance pure en comparaison d'Eldacar, ce qui en fit un prétendant de choix.
Castamir était épaulé par les hommes des cités côtières d'Umbar et Pelargir, mais aussi des Gondoréens désireux de chasser la lignée royale actuelle. Castamir était capitaine des navires, ce qui facilita son ralliement avec les habitants de littoral. Pendant 5 longues années, le roi Eldacar tient vaillamment tête aux rebelles sur les champs de bataille. Dans les derniers instants de la guerre, le siège de la cité d'Osgiliath fut le théâtre de l'affrontement final entre les deux camps. La ville était en proie aux flammes et à la famine, obligeant le roi Eldacar à fuir en l'an 1437. Osgiliath fut en partie détruite après ce siège, la grande tour qui abritait le palantir fut détruite et la pierre de vision perdue dans les eaux du fleuve traversant la cité. Eldacar s'enfuit en direction du Rhovanion, territoire d'origine de sa mère, afin d'y trouver refuge auprès du roi. Il fut rejoint par ses plus proches partisans, qu'ils soient du Nord ou du Gondor, car il était tenu en très haute estime par ses alliés malgré la défaite sur le champ de bataille. Devenu roi et couronné dans la foulée, Castamir se montra très vite comme un souverain cruel et sanguinaire. Après le massacre perpétré dans l'ancienne capitale d'Osgiliath en 1437, il fit mettre à mort les alliés d'Eldacar, dont son fils Ornandil, qui l'avait fait prisonnier. Castamir continua sa folie vengeresse, orchestrant de grandes destructions dans la cité d'Osgiliath, outrepassant les usages de la guerre. Il fut rapidement détesté par la population et les rebelles qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir. Le roi se détourna de la politique, œuvrant dans le seul but de fortifier sa flotte navale et délaissant le reste du royaume. Beaucoup commençaient à regretter le temps des jours heureux sous les autres rois, mais estimaient que le pire était passé, puisque Castamir n'était plus aussi violent qu'auparavant. Appelé par ses détracteurs l'usurpateur, Castamir se détourna des terres pour se concentrer sur la mer. Sans doute projetait-il une vaste campagne maritime. Il pensa même, l'espace d'un instant, installer la capitale du royaume à Pelargir en lieu et place de Minas Anor, qui, rappelons-le, ne s'appelait pas encore Minas Tirith à l'époque. En l'an 1447 du Troisième Âge, cela faisait 10 ans que l'usurpateur occupait le trône du Gondor, et Eldacar sentit que son heure était venue. Il avait passé les 10 dernières années à rassembler ses alliés pour parfaire son plan d'attaque. Eldacar descendit du nord à la tête d'une puissante armée composée d'hommes du Calais-Nardon, d'Anoriens, d'hommes du nord et d'Ithiliens. À peine eut-il posé le pied dans les terres du Gondor que beaucoup vinrent se joindre à lui pour le combat final. La rencontre entre les deux armées eut lieu dans le Lembenin, au gué de l'Eruy. L'affrontement fut sanglant, les deux camps luttant pour le pouvoir et la gloire. Le sang coula à flots, les nobles du Gondor à tomber sous le fil de l'épée se comptaient par centaines. Voyant son ennemi juré dans la bataille, Eldacar prit son courage à deux mains et fondit sur Castamir. Le duel s'engagea et c'est le roi légitime qui l'emporta sur l'usurpateur, vengeant par la même occasion son fils qui avait péri 10 années plus tôt. La victoire était totale pour le roi Eldacar, il avait tué le tyrannique usurpateur et gagné le respect des Gondoréens qui doutaient encore de lui. Les deux fils de Castamir s'échappèrent de la bataille et regagnèrent la cité de Pelargir pour rassembler leurs forces. Ils résistèrent pendant 1 année de siège face aux troupes d'Eldacar, ce dernier ne disposant pas de navires pour finaliser un blocus maritime. Finalement, c'est en l'an 1448 qu'ils abandonnèrent Pelargir pour s'enfuir dans la cité d'Umbar, qui fit dans la foulée scission avec le royaume du Gondor pour devenir un territoire autonome. Tous les ennemis d'Eldacar étaient bienvenus à Umbar, un territoire qui ne cessa dès cet instant de faire la guerre au Gondor. Le roi déplora la perte d'Umbar qui laissait planer une menace constante sur les côtes de son royaume. Cependant, il put réorganiser le Gondor en faisant venir des hommes du Nord à la cour pour s'y mêler avec son peuple. Les principaux nobles qu'il avait évincés du pouvoir étaient morts et il fallait reconstituer une élite de confiance. Ce brassage n'accéléra pas le déclin des Dúnedain comme certains l'avaient craint, mais cette malédiction se poursuivit inéluctablement. Certains disent que c'est une des conséquences de la disparition de Númenor, car les dons prodigués aux Dúnedain leur étaient progressivement retirés. Le roi Eldacar mourut en l'an 1490 après avoir vécu tout de même 235 années, laissant le trône à son deuxième fils. Le pire fut évité pour le Gondor, la lignée royale restaurée, mais le royaume se releva difficilement de ces années de conflits interminables. Des nouvelles épreuves les attendaient pour le meilleur et le pire. C'est sur ces ultimes mots que s'achève le récit d'aujourd'hui, en espérant vous avoir donné de nombreuses informations méconnues sur le royaume du Gondor.
Prenez garde si vous décidez de vous aventurer sur la route et bon voyage à vous, chers voyageurs. Nayanar Kaluva Tielania.